Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un concept vraiment fascinant, celui de Rob Henderson. Il s'est penché sur une toute nouvelle façon de montrer son statut social, une façon bien plus subtile que, disons, les grosses voitures ou les sacs de luxe. Allez, on plonge ensemble dans ce qu'il a appelé les croyances de luxe. Et tout part de cette petite anecdote que l'auteur raconte. Imaginez la scène, une de ses anciennes camarades de la prestigieuse université de Yale lui sort que, bon, la monogamie, c'est un peu dépassé, quoi. Mais, dans la même conversation, elle avoue que elle, personnellement, elle compte bien avoir un mariage monogame. C'est un paradoxe assez frappant, on est d'accord. Du coup, ça pose une question fondamentale, non? Comment est-ce possible de défendre une idée pour la société en général, tout en prévoyant de faire pile l'inverse dans sa propre vie? C'est vraiment ce grand écart qu'on va essayer de comprendre ici. Eh bien, selon l'auteur, la réponse se cache dans l'évolution même des symboles de statut. Pendant très longtemps, pour montrer qu'on avait réussi, on achetait des trucs chers, des objets de luxe. Le problème, c'est que ces objets sont devenus de plus en plus accessibles. Alors, l'élite a dû trouver autre chose, une nouvelle manière de se démarquer. Et cette nouvelle manière, ce sont les idées, les opinions à la mode. Et voilà, on arrive au terme clé, les croyances de luxe. La définition que donne Rob Henderson est super importante. Ce sont des idées, des opinions qui permettent aux plus aisés de briller en société, de se donner un certain statut. Mais, et c'est ça le point crucial, ces croyances ne leur coûtent absolument rien à eux. Par contre, elles peuvent avoir des conséquences bien réelles et souvent lourdes pour les classes moins favorisées. Ok, maintenant qu'on a posé le concept, regardons un peu comment ça se traduit dans la réalité. L'auteur nous donne des exemples assez concrets qui montrent bien ce fossé immense entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Le premier gros exemple, c'est celui de la structure familiale. La croyance de luxe ici, c'est de dire que le mariage traditionnel est un peu has-been et qu'au fond, toutes les formes de famille sont équivalentes, qu'elles se valent toutes. Mais c'est là que la contradiction saute aux yeux. L'auteur remarque que les personnes qui défendent le plus cette idée, eh bien, ce sont souvent celles qui, pour leur propre vie, choisissent le modèle le plus traditionnel qui soit, un mariage monogame avec deux parents, exactement le modèle qu'elles qualifient de dépassé. Ce qui nous amène forcément à la question du coût. Si ça ne coûte rien à ceux qui professent ces idées, qui est-ce qui paye l'addition? Pour l'auteur, c'est clair, la facture, elle n'est pas du tout partagée équitablement. Regardez bien ces chiffres, c'est assez parlant. Dans les années 60, que l'on soit riche ou pauvre, les taux de mariage étaient quasiment les mêmes pour tout le monde. Et aujourd'hui? Eh bien, les classes supérieures, celles qui ont promu l'idée que le mariage était dépassé, continuent de se marier à des taux très stables. En revanche, pour les classes populaires, ces taux ont littéralement plongé. La divergence est nette. Et la famille, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'auteur en cite plusieurs, l'idée que la religion serait quelque chose de néfaste, ou encore le fait de minimiser l'importance de l'effort personnel et des décisions individuelles dans la réussite, ou même l'idée que le privilège blanc serait l'unique explication à toutes les disparités. Ce tableau, il résume parfaitement cette idée de coût inégal. Prenons l'exemple de la religion. Pour quelqu'un d'aisé qui a déjà un réseau, une carrière, des loisirs, dénigrer la religion, ça n'a pas vraiment de conséquences. Mais pour une communauté plus précaire, l'église ou la mosquée du coin, c'est parfois un pilier social, un lieu d'entraide essentiel. Pareil pour l'effort individuel. C'est facile de dire que ça ne compte pas trop quand on est déjà au sommet. Mais pour quelqu'un qui part de rien, c'est un message qui peut être vraiment décourageant. Bon, alors, au final, pourquoi, à quoi servent ces croyances de luxe? Quelle est leur véritable fonction dans la société selon l'auteur? C'est le point final de son analyse. Cette citation, elle est géniale pour comprendre la pression du groupe. L'auteur parle d'un manteau de fourrure idéologique. C'est une super métaphore. L'idée, c'est que même si au fond on n'est pas d'accord avec une idée, on va quand même la défendre publiquement, juste par peur d'être rejeté par son cercle social, par ses pairs. C'est un peu comme porter un vêtement à la mode, même si on ne l'aime pas, juste pour être accepté. Donc, pour tout résumer, la thèse de l'auteur, c'est ça. Les croyances de luxe sont la nouvelle manière pour les élites de se distinguer. La distinction ne se fait plus seulement avec l'argent ou les biens matériels, mais avec les idées. C'est une façon de créer une nouvelle barrière. Une barrière invisible, mais tout aussi efficace, entre les classes sociales. Et l'analyse se termine sur cette question, une question assez provocante. Si aujourd'hui, cette course au statut passe par la remise en cause de valeurs comme la famille ou la religion, alors quelles seront les prochaines valeurs, celles qu'on pense solides aujourd'hui, qui seront sacrifiées sur l'autel du statut social demain? C'est une question qui, c'est sûr, donne à penser.